Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debug Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room. Au sommaire de cette émission, une section veille un petit peu plus légère que d'habitude. Dans le dossier, nous accueillons Julio Potier, expert en sécurité sous WordPress. Dans la toolbox, nous vous parlerons d'un petit script pour générer des screenshots via une API. Et dans la zone 404, nous verrons comment transformer n'importe quel développeur en un grand écrivain. Bonjour Teddy, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va très bien et toi? Ça va? Bah écoute, ça va très bien et je suis d'autant plus en forme qu'aujourd'hui nous accueillons Julio. Bonjour Julio, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour à vous, ça va, ça va. Bon bah c'est cool, écoute, on Bonjour est... Julio. Ouais, c'est cool. On est content de t'avoir pour cette petite émission. Ah, Donc on prendra le temps de te découvrir pendant le dossier parce que tu vas nous parler en détail et en travers de sécurité sous WordPress puisque c'est Voilà, ton domaine d'expertise. c'est ça. Ok, d'accord. super. Eh bah écoute, n'hésite pas à intervenir si on dit des choses intelligentes ou pas. Pendant la section mail, le reste de l'émission, on sera ravis de bénéficier de tes lumières. Ça Et roule. sans plus attendre, on enchaîne sur la section veille. Gardez l'œil ouvert, c'est de la section veille. Et c'est moi qui commence, et aujourd'hui, je vous parle de PHP 5.6 Alpha 2 qui est sorti il y a 2 jours. Et en gros, je vais faire très vite. Il y a à peu près rien de révolutionnaire dans cet Alpha 2, si ce n'est qu'ils ont rajouté un truc qui me paraissait assez sympa, un opérateur pour gérer la puissance, la mise à la puissance d'un opérateur. Donc c'est un opérateur double étoile. Je trouvais ça cool qu'ils aient rajouté ça parce que c'était quand même chiant de passer par la fonction power. Donc voilà, ça méritait d'être précisé et de se dire que la 5.6 avance. Donc on aura le droit, on peut espérer que ça arrivera rapidement. Voilà, bon, je pense que ça appelle pas à beaucoup de commentaires, mais vous avez les liens de la release note dans les notes de l'émission. Teddy, tu nous parles de CSS Région. Ouais, CSS Regions. Actuellement, il y a un débat autour de cette future ajout à la spécification CSS. Mhm. Et effectivement, c'est quelque chose qui est qui est pas supporté encore par les navigateurs. Il y a même, c'est pas, il me semble que c'est même Chrome qui a enlevé le support à ça récemment. D'accord. Parce qu'il y avait il y avait, je sais plus, c'était plusieurs dizaines de milliers de lignes qui étaient impactées enfin, qui étaient ajoutées par les régions au code de WebKit. D'accord. Et voilà, et du coup, il y a quand même, il y a un énorme débat autour. Et il y a aussi des débats sur comment ça s'utilise, comment ça fonctionne, etc. Ok. Donc, je vous ai fait une petite sélection de liens que vous trouverez dans les notes de l'émission Mhm. avec un lien contre, un lien pour. Et voilà, grosso modo, ce qui est pour, c'est que ça apporte quand même vachement de facilité pour ce qui est responsive design. D'accord. Donc ça, c'est vraiment, vous le verrez dans l'article, c'est très illustré, c'est très expliqué, donc on comprend tout de suite à quoi ça sert. Après, c'est vrai que dans les contres, il y a plusieurs problèmes, notamment des problèmes de verbosité ou sur le text flow, etc. Voilà, donc D'accord. allez les lire ces deux articles. Bon, c'est en anglais, Mais mais comme toujours. c'est pas ultra compliqué, c'est pas ultra long. Donc, ça vaut Mhm. le coup si c'est un point qui vous intéresse. Et voilà, on fera peut-être un point plus détaillé un peu plus tard, ou peut-être même un dossier complet sur une fois que la spécification Ouais. sera arrêtée. Une fois que les débats seront clos, on, on donnera Ouais. notre Et avis sur la moi, décision. c'est vrai que dans la veille que je lis en ce moment, j'ai énormément de débats, vraiment de débats autour de ça. Mais qui va faire un truc, ouais, moi je suis pour, et puis l'autre qui va faire un truc, non, moi je suis contre, c'est de la merde. D'accord. Voilà, c'est intéressant en tout cas. Ok. C'est cool. Très bien. Du coup, c'est à moi d'enchaîner. Moi, j'avoue que je Ouais. connaissais pas vraiment
les CSS régions, mais en parcourant les articles que tu as posés, du coup, je me suis dit que ça serait vraiment intéressant et Bah, je ça, vais- ouais, ça a l'air d'être intéressant, parce que ça répond à plusieurs problèmes, notamment des problèmes qu'on a sur le float de div, ce genre de truc qui prend un peu la tête. Mais c'est vrai que ce qui a été fait, en fait, les CSS Regions, c'est une spécification que Adobe a voulu imposer en fait, D'accord. pour pouvoir faire facilement des mises en page de style magazine. Et Ouais. c'est vrai que ça a été repris au début, tout le monde trouvait ça vachement bien, etc. Donc ça a été repris parce que ça facilitait vachement les problèmes de float, encore une fois, ou des positionnements. Et après, c'est vrai que depuis, les gens se sont un peu servis, se sont un peu amusés avec. Et c'est vrai que depuis, ça commence à retomber en fait la hypitude qu'il y avait autour de ça. Ça marche. Toi, Julio, quand tu avais connaissance de ce débat ou de cette fonctionnalité? Bah non, 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 pas du tout. Tu la découvres Ah du ouais, coup avec nous. Bah oui. Bon, bah voilà. écoute, ravi Ouais. de. Ok. Je suis étonné parce que vraiment j'ai l'impression que tout le monde en a parlé. Et en plus, tu vois, c'est Adobe qui l'a fait. Après, il y a Google qui l'a enlevé de son code parce que c'était trop lourd pour mobile, etc. Ah, ça a quand même fait un peu de bruit, hein. Non, mais t'es trop hype pour nous, On Teddy. n'a pas les mêmes followers et tout. Bon, ok. C'est cool. J'ai fait d'autres débats cette semaine. Ben, on en discutera dans le dossier dans ce cas-là. Eh bien écoute, c'est à moi de continuer et je te propose de te parler d'un truc très 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 connu qui est l'API History, qui est en fait le relnext relprev qu'on met dans l'attribut, dans les balises head de notre code, mais aujourd'hui le Google Developer Blog nous rappelle que au-delà de son intérêt pour le référencement, puisque c'est quand même notamment pour ça qu'elle avait Mhm. été présentée, elle a aussi un intérêt quand on implémente des pages en infinite scroll. Donc tu sais quand tu scrolls et que tu arrives en bas de ta page et que ça recharge automatiquement la page 2 sans que tu aies besoin de cliquer sur le lien voir la suite. Mhm. Et ben il nous explique que un des intérêts de cette API History, elle s'appelle comme ça, je ne savais même pas qu'elle avait un nom cette API, mais voilà, et ben c'est de nous aider à rendre scrollable donc par Google une page qu'on aurait conçue en infinite scroll et j'avais jamais imaginé qu'effectivement ça pouvait avoir cette utilité là, donc il nous détaille un peu voilà comment ça s'implémente, comment on réalise et, euh, et comment réaliser, comment aider le crawl d'une page en infinite scroll. Et c'est vrai qu'on en fait de plus en plus des pages comme ça, c'est vrai que c'est quand même pratique pour l'utilisateur. Et bah voilà, la réponse Google nous indique que un truc qu'on a l'habitude d'utiliser, en fait ça peut nous servir aussi à autre chose. Moi j'avais pas jamais pensé à l'utiliser pour ça. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler. On a perdu Teddy qui s'est barré. Ah non, il est revenu. Euh, et du coup, ouais, toi Ouais, du coup, tu. j'ai rien entendu à ce que tu fais dans la contrôle, mais Bravo, c'est pas Ah, grave. bravo, c'est pas bravo. grave. Non, c'est pas très grave. Du coup, ouais, non, si j'avais quand même une question. Est-ce que vous deux, vous implémentez régulièrement de l'infinite scroll ou pas du tout? Pas régulièrement. Pas régulièrement, mais ça Ah, t'arrive. Ouais, 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 ouais. moi, Et ça m'arrive, j'avoue, mais la plupart du temps, c'est plutôt un pager que tu fais disparaître, quoi. Hmm, d'accord. Sans plus que ça, quoi. C'est pas, ça, après, ça dépend. L'infini scroll, généralement, ça veut dire ça. Et du coup, ouais, si tu peux avoir des problèmes d'indexation, mais si tu gères la pagination, même si tu es en infini scroll, il n'y a pas de souci. Par Oui, contre, ouais. là où c'est plus intéressant, ce dont tu viens de parler, c'est pour les one page websites, celles qui vont être super hautes oui. entre guillemets. Super grande, ouais. Mais ouais, Donc voilà, voilà. c'est ça. Non, mais je trouvais Bah, ça c'est pas mal. intéressant que voilà, il nous présente une nouvelle utilisation de cette petite API qu'on a finalement bien l'habitude Ouais, d'utiliser. À toi Teddy de nous très parler bien. de HHVM contre Zend, le match des titans. Ouais, c'est encore un débat qui est en train de Ah, se dérouler. Donc, c'est autour de PHP 6, mhm, l'Arlésienne un petit peu. c'est ça. Et voilà, donc il y a un petit débat, c'est de dire que de toute façon, c'est pas prêt de sortir. Donc, quitte à ce que ça sorte dans 3 ans et demi, autant changer beaucoup de choses dedans. Et notamment, et il y a un petit débat qui tourne en ce moment, surtout sur phpclasses.org, Mhm, discussion autour du moteur carrément qui fait tourner PHP. d'accord. Donc le moteur aujourd'hui c'est Zend Engine, du nom de la boîte qui développe Qui PHP édite aujourd'hui pour PHP, faire ouais. simple. Ouais. Mhm,
Donc c'est ZenEngine effectivement. Et il y a Facebook qui, il y a quelques mois, a rendu open source son propre moteur qui fait tourner leur PHP, Oui. qui s'appelle HHVM. Alors qu'est-ce Tout à que fait. ça veut dire HHVM? Je sais plus. Ça veut dire Hip Hop Virtual Virtual Machine. Machine. Ah bah super, c'est pas terrible comme nom. C'est Enfin, en clair, même temps, c'est l'autre nul. s'appelle Zen. Enfin voilà, grosso modo, ils ont fait voilà, le débat tourne autour de ça. Est-ce qu'on continue avec ZenEngine ou est-ce qu'on passe à HHVM de Facebook? Mhm. Sachant que HHVM, on peut faire confiance à Facebook pour que ça aille super vite. Oui, Que c'est d'ailleurs pour eux, pour ça hein, qu'ils l'ont développé. ouais, oui, mais pour eux, clairement, vu le nombre vu le trafic qu'ils ont, le moindre 1% de CPU gagné, ils sont preneurs sans problème. Ça leur fait gagner, je sais pas combien de dizaines de milliers de dollars par seconde. Donc C'est ça clair. c'est vraiment pas mal niveau perf, c'est puissant quoi. Je crois pas qu'on arriverait à trouver mieux. Par contre, après, le problème c'est que du coup c'est que c'est Facebook qui le fait quoi. Ouais. Donc c'est-à-dire que le jour où ils veulent plus de ce truc-là, ils le virent et puis c'est aux autres de faire avec. Puis il faut savoir aussi que du coup HHVM c'est un peu spécial parce que ça oblige quand même de recompiler un peu toutes les extensions à PHP et puis voilà, donc il faut faire attention à Ouais, ça. c'est pas tout à fait neutre comme migration non plus Voilà, en c'est fait. pas puis de toute façon c'est Facebook donc ils ont fait un truc à leurs besoins à eux Hmm. et pas aux besoins de 50 millions de blogs dans le monde etc. C'est clair. Donc moi ça me fait un peu penser à Falcon Zephyr dont on a parlé il y a pas Oui, longtemps. Ouais, exactement. c'est vraiment un changement de mentalité au niveau de PHP. Les deux font un peu ça. Et mais c'est vrai qu'on a le temps pour PHP 6 de voir les choses venir. En tout cas, Oui, c'est pas mal intéressant. Si vous voulez aller suivre le débat, je pense que ça vaut le coup. Notamment sur phpclasses.org. d'accord. Voilà, et de toute façon, il y a les liens dans les notes de l'émission. Absolument, sur l'article qui illustre ce débat. Tout à Alors, fait. tu enchaînes sur tout Ah, ce c'est qui a encore été... moi? Bah oui, c'est toi, hein, là c'est plus que toi pour Ouais. terminer. Tu enchaînes sur Euh, les choses qui ont été dépréciées. Je connais pas le terme français pour deprecated. Déprécié, ouais. Déprécié, c'est bon, hein. Bon bah voilà. Mhm. Donc ouais. tout ce qui a été déprécié dans Ruby. Dis-nous un peu Ouais, ça. bon, on va y aller rapidement. Vous verrez, là c'est un truc qu'il faut aller voir dans les notes de l'émission pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment du genre 8. Donc ça concerne Ruby 2.1 qui a changé pas mal de choses. Et voilà, grosso modo, c'est un article qui va vous dire dans le détail et parfois même comment le remplacer. Qu'est-ce qui a été déprécié dans la dernière version de Ruby. Donc ouais voilà, il y a une liste pas très longue, hein, ça concerne beaucoup les strings et les IO, les inputs, etc. Et à D'accord. chaque fois, on vous dit quelle est la commande qui est dépréciée et qu'est-ce qu'il faut utiliser à la place. Voilà. Bon, c'est pas D'accord, très donc compliqué, ouais, mais en fait c'est un c'est bon pratique, guide. ça permet d'éviter de lire une note de version qui est pas lisible ou ce genre de choses, quoi. D'accord. Voilà, bon petit lien, mais bon effectivement c'est que pour les développeurs Ruby. D'accord, mais du coup c'est pour tout niveau parce que c'est vraiment des commandes courantes, Ouais, non, c'est pas tellement des commandes courantes, parce que non? c'est assez rare qu'on fasse du Ruby à ce niveau-là, en fait. Généralement, je fais du D'accord. Ruby on Rails pour les gens qui vont nous écouter en développement web. Ok. Mais voilà, c'est un bon truc à avoir sous la main pour ceux qui sont en train de se dire, ah tiens, faudrait que je passe dans les dernières versions, qu'est-ce qui a changé? Là, c'est bien écrit, etc., c'est expliqué, donc c'est pas mal pour ça. Ça marche. C'est Mm. cool. Et alors là, du coup, tu as complètement piqué ma curiosité quand j'ai lu le titre et je vais être obligé de le lire en anglais tellement que ça rend mieux en anglais. Alors attention, accrochez-vous. Le titre de Tu vas nous l'article, il parler est de très bon. Extreme HTML5 Video Interactivity. Alors là, Teddy, raconte-nous, on n'en peut plus. Eh bien, c'est un article, c'est une espèce de tutoriel, encore une fois, qui va vous expliquer effectivement comment faire du real-time web, avec des WebSockets à l'intérieur, D'accord? avec Popcorn.js. Popcorn.js, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez ou pas? Non. Non, ça me dit rien. Non? Non. Je comptais un petit peu sur vous. Si je me trompe pas, c'est une librairie qui est JS, donc, qui est éditée par Firefox, enfin par Mozilla. Ok. Je vérifie, hein, je suis Ouais. ainsi. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Et qui permet en fait de faire pas mal de. C'est une librairie
qui permet d'intégrer des vidéos sur vos pages web, Oui. mais d'intégrer un peu mieux que ce qu'on a d'habitude, c'est-à-dire on peut faire des choses un peu à la SoundCloud, tu sais, où où t'as le graphe du son qui passe en ce moment, et tu peux D'accord. mettre des commentaires sur une partie, et ben, du coup, voilà, c'est une librairie qui va vous permettre de savoir à combien on en est dans la vidéo, d'associer des événements à tel passage dans la vidéo, c'est-à-dire D'accord. De synchroniser un associant par rapport SlideShare au avec temps, voilà. YouTube. Ouais, Ah oui, c'est ça Exactement. fait ça. plein de choses. Ouais, c'est top Ça ça. permet de faire pas mal de choses, donc c'est pas mal pour ceux qui veulent rendre des vidéos interactives, Mhm. plus interactives en tout cas que juste un bouton play et un bouton volume. Tout à fait. Et du coup, voilà, là, l'article en question, c'est un article qui va vous parler de ça, et puis comment faire, bah, typiquement, hein, les WebSockets, ça va permettre de faire par exemple un système de messagerie, ça va vous permettre de faire pas mal de choses comme ça. Donc là, on a un bon exemple de ce qu'on peut faire avec le code qui vous montre comment on fait fonctionner les WebSockets en même temps que la librairie. Mhm. Voilà, l'exemple qui est donné là, c'est de faire un Skype en fait. Donc D'accord. en utilisant les webcams des ordi et en ayant une vidéo qui est intégrée dans la vidéo ta petite vidéo à Ah toi oui. qui est intégrée dans la grande vidéo de ton interlocuteur, etc. Donc c'est vraiment pas mal et c'est quelque chose qui est pas mal à la mode en ce moment d'avoir des vidéos sur lesquelles on va rajouter des éléments sociaux comme un Twitter, etc. Et du coup, on peut vraiment profiter de pubcount.js facilement. Absolument. Bah, donc c'est un exemple Ouais. qui est intéressant, qui est pas mal écrit et qui est documenté. Donc voilà, ceux que ça intéresse, allez jeter un petit coup Ouais, d'œil. l'article est bien écrit en plus, Ouais. c'est vraiment agréable à lire, donc faites-vous plaisir. Écoute, ça me donne une idée qu'on pourra utiliser peut-être pour l'émission, de synchroniser, de faire un slide share avec tous les liens dont on parle et de le synchroniser avec la vidéo, ça pourrait peut-être être intéressant pour enrichir un peu l'expérience de la vidéo, avoir un peu ce qu'on peut... Bon, à voir si cette idée est une bonne idée. En On attendant verra. de En réfléchir plus, ça pourrait faire le sujet d'un dossier sur comment sur ça se fait, ouais. WebJS. Effectivement. On Écoute, verra. en Pas mal. attendant de décider si c'est une bonne idée ou pas, tu vas nous parler de Firefox 27. Qui vient de sortir. Oula. Et voilà, on vous parle toujours des sorties des navigateurs, mais il n'y a pas forcément grand-chose d'intéressant à dire. Là, pour nous développeurs, qu'est-ce qui est intéressant? Le support de Speedy 3.1. Speedy, je sais pas, tu connais toi, Benjamin, ou pas? Il me semble que c'est le protocole, le protocole qui est censé remplacer HTTP qui a été développé par Google. Je me trompe? Ouais, c'est ça. Yes. Je sais pas si ça va bien prendre ça d'ailleurs, chez HTTP 2 qui arrive bientôt. Mais Moi personnellement, je miserais rien dessus, mais peut-être que je ouais, me trompe. Julio, t'as plus d'infos? ouais. J'ai pas plus d'infos. Non, je connaissais Speedy aussi de nom, mais sans plus. Sans plus, hein. Bon, Ok. bon, et ça se dit bien Speedy, alors je l'ai tenté comme ça l'acronyme, mais ça va passer, donc ouais, ça a l'air d'être ça. Ouais, c'est pas mal. Euh, ouais, bon, sinon, dans les choses qui sont intéressantes, on a, pour nous les développeurs, on a par exemple le support des générateurs de ECMAScript 6 Oui. dans SpiderMonkey, qui est le moteur JS de Firefox. Mhm. Donc ça, c'est pas mal intéressant. Je sais pas si vous vous rappelez, on en a parlé dans un précédent épisode. Oui. Donc c'est vraiment un ajout qui peut être intéressant qui du coup peut être utilisable dans Firefox, Chrome, Safari. Et pour l'instant, ça va être à peu près tout. Et Opera, Alors si peut-être, je me je suis trompe pas pas, sûr. on en Opera. a parlé on a parlé des générateurs, mais dans PHP, il me semble. Ah, bon, Il me bon, de semble que toute c'était façon, ça. grosso modo, Et ça si je sert à dis la. pas de bêtises, d'ailleurs, c'était dans le pilote, donc du coup, c'est une émission qui a pas été publiée. Ah, bah ouais, pourquoi on l'a pas publié Ah celui-là? là là, on dévoile les secrets de l'émission, c'est terrible. Ah ouais. Oh. Et ben, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ils iront voir. Et hop. Ouais, non, c'est Voilà, sinon, il bien, n'y a pas grand-chose d'autre c'est vraiment à intéressant. rajouter hein, Ok. sur cette version de Firefox. Et moi, j'aurais ajouté quand même quelque chose sur cette version parce que là, on regarde ce Ouais. qui a été ajouté, on regarde ce qui a été changé. Il y a des choses assez qui peuvent intéresser les développeurs. Et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est le dernier point qui a été corrigé dans les security fix, évidemment. Évidemment. Ah, c'est parfait. Même si c'est pas du WordPress, mais c'est pas du PHP, les security fix, j'aime bien regarder parce que je Ah me ouais, dis qu'est-ce qui a été corrigé, qu'est-ce qu'on pouvait faire finalement avec les versions précédentes. c'est ça. Et si on regarde dans les security fix, il y a donc dans le lien qui est donné Mhm. dans cette page de changelog,
1, 2, 3, 4, 5e, la 5e modification, MSFA 2014-09, Cross Origin Information Leak through Web Workers. Et si on clique, on nous donne une information supplémentaire qui donne un lien vers une référence. On clique ensuite sur la CVE, le dernier lien. La Oui, c'est un peu CVE, long. d'accord, mais j'aurais cliqué sur Voilà. l'autre truc. Voilà, non, bah, l'autre truc, il faudra un compte pour aller lire. Et sur la CVE, on te donne un peu plus d'infos sur ce qui était possible de faire. Et que voilà, ça a été bien confirmé, etc. Donc ça fait un petit peu plus peur de se dire, ah, donc on pouvait faire ça. D'accord, et du coup, dans les anciens celle-là en Firefox. tant que telle, elle a qu'est-ce quelle vulnérabilité offrait-elle? Alors, elle disait, si tu veux, alors je te le lis, hein, le web worker permettait d'obtenir de la part d'un attaquant donc de bypass, donc Mhm. je sais même plus comment on dirait bypasser en français, outrepasser, Outrepasser, oui. outrepasser Bravo. la politique du same origin. Ah oui, Donc le ok. same origin, voilà, c'est assez important quand même, et donc obtenir les informations sensitives d'authentification. Donc Ok. c'est un petit peu chaud quand même. C'était typiquement du vol de session qui était qu'on pouvait faire avec Ça ça. ressemble à ça quand même, hein. Ouais, ça ressemble à ça aussi, c'est ce que ça m'inspire. Ouais. Ok, Est-ce que bah c'est écoute. si dangereux que ça, le vol de session? Non, moi je m'en fous de mon login mot de passe, on peut y aller sur mon mail, j'ai rien à Ouais. cacher. Bah, d'ailleurs, ils ont même pas mis ça en critique, hein. Ils sont en haut, Majeur, mais hein. pas critique. Ouais, c'est majeur, mais c'est pas critique. Bon. Tu vois, c'est pas si grave. C'est facile, on peut juste voler l'authentification. Ouais. Bon, allez, c'est pas Ouais, grave, on ouais, partage, C'est allez, c'est courant ouvert. maintenant, comme c'est courant maintenant, ça se voit pas. Hein. Ok, ok, ok. Ok. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais l'habitude d'aller regarder ça, mais c'est vrai que c'est pas Bah, mal. voilà, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, c'est tout. Non, Ouais. mais Moi, j'ai pas regardé Speedy. c'est ça. Ok, et du coup, bah écoutez, ce sera tout pour Firefox 27, et on Ouais. terminera par un petit peu notre arlésienne, hein. C'est un peu le fil rouge En ce moment, de ouais. l'émission en ce moment, on n'arrête pas d'en parler, c'est arrêter d'utiliser jQuery et faites du JavaScript natif naturel, Quand c'est euh, possible, hein, quand c'est possible bien sûr, mais en je l'ai dit fait, plusieurs fois, c'est pas forcément évident. c'est ça. Et donc Ouais, là, donc là, c'est encore un nouveau lien qui va parler de ça, et c'est encore un lien qui va être là pour vous aider à appliquer le Vanilla JS, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. ouais, moi j'aime bien comme nom. Voilà, et ça va vous aider à l'implémenter entre guillemets facilement. Ça va vous prendre un exemple jQuery à gauche et à droite, comment on écrit ça en JS sous IE9 par exemple, sous IE8, etc. Et donc par exemple, on a comment on fait une requête Ajax pour récupérer du JSON, ou comment on fait une requête Ajax pour en post ou en get, les effets, les manipulations du DOM, etc. Donc là, c'est vraiment là, vous avez plus aucune excuse, hein. Si vous avez des petits projets et que vous utilisez encore jQuery parce que vous savez pas trop comment on fait sans jQuery, avec ce lien-là, vous avez vraiment plus aucune excuse. C'est pour le coup, c'est vraiment ultra simple de s'y retrouver. C'est vraiment ultra simple d'appliquer de virer plutôt jQuery en fait. Donc Autant que possible. allez-y, faire un tour, même si vous n'êtes pas en train de le faire en ce moment même, de virer jQuery, c'est toujours utile. Ne serait-ce que pour voir que, bah oui, finalement, ça se fait très bien sans jQuery, quoi. Et c'est pas forcément J'ai une beaucoup question, plus monsieur. verbeux, etc., quoi. Ouais. Ouais. J'ai une question, je vois, rien que par le début, jQuery get JSON par exemple. Sur le côté droit, on nous montre ce qu'on peut faire à la place du jQuery, c'est très bien. Et pourquoi c'est seulement IE9+? Et jQuery, ce sera plus compatible, non? Bah en fait, ouais, c'est toujours le problème avec Vanilla.js, Ouais. c'est que t'as certaines choses qui vont pas s'écrire de la même façon Ouais. sur IE ou sur Firefox ou sur Chrome. Donc, c'est pour ça que moi je dis toujours, faut faire attention. Les gens qui disent, ouais, on a plus besoin de jQuery, etc. Voilà, ça dépend ce que tu dois soutenir comme Ouais, navigateur. parce que là, je vois IE8, IE9, IE8, IE9, ok, IE8, Non, mais en fait, c'est IE8. tout le temps Ah, basé sur ah, IE en fait, puisque c'est une des Oui, bien sûr, l'argumentaire bien en sûr, fait, bien c'est de sûr. dire jQuery m'aide à coder en JavaScript sans m'embêter sur, enfin, en gérant la compatibilité avec Internet Explorer. Ce qui est pas dit et ce que je pense, enfin, comment je le comprends, c'est que en fait, intrinsèquement, c'est compatible avec les Firefox et les Chrome qui eux de toute oui, oui, c'est façon, ça, Oui, c'est oui, bien sûr, effectivement. bien donc sûr. du Mais coup, C'est toujours jQuery, IE lui, qui est a compatible à partir de quelle version d'IE? oh lui il descend, ah, à mon avis il je descend crois jusqu'à 7, hein.
Non, non, je crois que c'est la 6 pour la jQuery 1 et c'est la 8 pour jQuery 2, non? C'est pas un Ouais, truc comme possible. ça? Mais c'est sûrement ça aussi l'avantage, on va dire, de prendre sûrement du jQuery, c'est Oui, la oui. Non, rétro-compat. en fait, c'était vraiment un Sûr. avantage à l'époque où c'est sorti. C'était vraiment, on pouvait pas faire autrement, hein, très clairement. Hmm. Mais aujourd'hui, tu vois, en plus, le but de ce site, c'est pour ça qu'ils écrivent IE9, IE8, c'est que grosso modo, si tu fais get JSON en jQuery, et Mhm. ben si tu supportes pas les navigateurs qui sont en dessous de IE9, bah, du coup, tu peux plus, t'es Ah plus oui, obligé de passer par jQuery entre guillemets. oui, dans ce cas-là, oui. Ouais. Et même, tu vois, même si c'est ce cas-là, la plupart du temps, c'est quand même le IE8 et tu peux très bien écrire ce que fait jQuery, tu Ouais. peux très bien l'écrire toi-même, tu vois, si Non, tu mais dis Mhm. deux il ou trois propose fonctions aussi des implémentations pour IE8 et supérieur. Donc en fait, Ouais. Oui, en si fait, tu c'est à utilises partir de C'est IE9 ça. que ce qu'il y a écrit, tu vois, quand il y a écrit IE8+, c'est-à-dire que c'est à partir de IE8 que ça s'écrit pareil pour tous les navigateurs, en fait. Ouais, Ouais. c'est Ouais, ça. J'aurais bien voulu voir le gain en perf là. Ah, le gain, ouais, on en a Alors parlé, bah hein. là, je t'invite à aller Il voir est énorme, hein. vanillajs. Je sais pas quoi. Ouais. Parfois, il est vraiment énorme, il vaut vraiment le coup, Je quoi. sais plus, ça va être .com. Tiens, vanilla-js.com, ils font justement ils t'illustrent notamment ça. Donc ça te permettra de voir. Mais au-delà du gain en perf CPU, t'as aussi un gain en poids de tapage, ce qui est pas inintéressant en environnement mobile. Donc Ouais. voilà, bon voilà, c'est un peu notre marotte en ce moment, c'est un peu arrivé comme ça. Et c'est vrai qu'on Ouais, finalement on trouve bah, plein de ressources et plein de gens qui parlent de ce truc-là. Ça nous ouais, paraît après, intéressant, ouais, donc effectivement, de toute façon, nous, dans l'émission, dans le podcast, quand on parle d'un truc régulièrement, c'est que sur Internet, ça parle beaucoup de ça aussi, hein. Donc, c'est pas forcément notre marotte à nous, mais après, c'est vrai qu'on choisit d'en parler, mais c'est aussi parce que sur les sites de développeurs, sur les blogs, etc., on en parle beaucoup aussi, quoi. absolument. Voilà, enfin là, en tout cas, je trouve que c'était encore un lien qui Ok. enfonçait encore un peu plus le clou sur les gens qui continuent à utiliser jQuery à tort et à travers. Voilà. Après, voilà. Après, de toute façon, dans les faits, t'as aussi le truc que si tu utilises des librairies, des plugins, etc., t'as forcément besoin de jQuery. C'est clair, non mais ne Mais, serait-ce que pour faire des mais carousels, des même trucs dans comme ce ça. cas-là, ton code à toi, ça vaut le coup de l'écrire sans jQuery. C'est Et on vrai. commence à en voir de plus en plus d'ailleurs des librairies ou des choses comme ça qui font, enfin je sais pas, tu as un slider, etc., qui est Sans jQuery. qui a pas besoin qui a pas de dépendance sur jQuery ou autre chose. On en voit de plus en plus, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon, bah encore un lien intéressant à aller voir pour Ouais, devenir pour un ceux vrai qui veulent ninja. se libérer du joug de jQuery. C'est ça, du démon jQuery. Ouais. Bon, ceci dit, moi j'utilise régulièrement, même si des fois je pense que j'en ai pas besoin. Je pense qu'on a, on le fait Ouais, tous mais justement, pour. c'est ça qui est dommage, tu vois, c'est C'est la qu'on seule a, habitude. ouais, Bah on ouais, a c'est cette ça, habitude-là, il et faut avoir alors des qu'en fait, on habitudes. ne devrait plus, quoi. Ouais. Non mais je suis d'accord, t'as bien raison, il faudrait que je me défasse de cette habitude, ainsi que les développeurs avec lesquels je travaille. Bien, et bien ce sera tout pour la section veille, C'est fini. et je vous propose qu'on enchaîne sur le dossier. Assez rigolé, c'est le dossier. Et donc aujourd'hui, nous accueillons Julio Potier. Bonjour Julio. Rebonjour. Rebonjour, ravi de t'avoir avec nous. Donc, Julio, je vais te présenter et tu vas compléter parce que je vais certainement être incomplet. Tu es le fondateur d'une société qui s'appelle Boîte à Web Oui. et dans lequel tu proposes des prestations de sécurisation de WordPress notamment Un traître, ouais. euh, et des formations probablement d'ailleurs. Mais tu nous en diras un peu plus en détail toi-même. Et bien écoute, je t'invite à te présenter. Qui es-tu et quel est ton parcours? Eh bien, qui suis-je? Donc, Julio, ça vous l'avez déjà dit. Oui. On pourrait dire que je suis donc hacker, puisque Mhm. les hackers est un bidouilleur, hein. C'est vrai. Donc, je suis consultant en sécurité web pour le titre exact, et puis expert WordPress. D'accord. C'est-à-dire que tous les jours, je suis dans WordPress, dans le code, etc. J'essaie de toujours être, on va dire, au taquet Ouais. sur un petit peu tout. Je m'amuse à fouiller toujours le corps. Oui, donc je fais aussi des formations, autant développement que sécurité. Ok. Euh, donc des formations développeurs WordPress, je pense qu'il doit y en exister un sacré paquet. Moi, je fais du développement avancé, c'est-à-dire que si la personne ne sait pas du tout faire du WordPress,
du développement WordPress, bon, elle peut s'en sortir si elle connaît du PHP, mais on va vraiment pousser quand même la chose, on va aller loin. Évidemment, on va parler de sécurité. Je peux pas faire du développement sans parler de sécurité. Ce serait déjà pas logique de par mon métier, mais ce serait pour moi de toute façon pas logique. Je vais pas faire une formation de développement et puis ignorer toutes les fonctions de sécurité et sans parler même de cette mentalité de sécurité qu'il faut avoir normalement quand on D'accord. code. Mhm. Euh, et mon parcours, ça a commencé sur PC depuis toujours, Ouais. avec la vie dans les mains à 2 ans. Mon 2 ans. Oui, cher monsieur, j'ai 34 ans. Mon Dieu. Voilà, donc, mais sinon, en vérité, je suis parti finalement vers de la compta Ah, au début, en d'accord. pensant faire pas mal d'informatique et puis justement peut-être programmer. Mhm. Et ça s'est pas passé comme ça, du coup ça Aïe. m'a déplu, donc j'ai arrêté. Je suis parti dans la maintenance et services micro-informatiques où j'ai finalement développé moi-même. J'ai commencé à faire un petit peu de web en 98, 2000 je faisais des sites web. Et comme je faisais des sites web pas très beaux à cette époque et puis pas très sécures, j'ai essayé un petit peu de sécuriser tout ça et donc ça m'a plu en 2002. Donc là j'ai commencé à faire de la sécurité déjà pour moi, m'amuser avec du petit hack à droite à gauche Mhm. et finalement j'en suis sorti à me dire mais maintenant pourquoi est-ce que j'aiderais pas les gens dans la sécurité web et pourquoi ça pourrait pas être un métier. Ça marche. Donc effectivement j'ai lancé Boîte Web, donc qui n'est pas à proprement parler une boîte puisque c'est juste un simple nom puisque je suis auto-entrepreneur sur ce nom-là. D'accord. La boîte qui est créée, elle a été créée que récemment en fait, je dirais même en janvier 2014. Finalement c'est Ah, que l'année dernière. c'est très frais. Bah en fait le truc c'est parce que c'est la boîte que j'ai fait avec Jonathan Butigier et Jean-Baptiste Marchand-Harvier pour créer D'accord. le plugin WP Rocket. Donc la Mhm. boîte s'appelle WP Media. Donc là c'est vraiment la véritable structure on va dire officielle où on est à 3 dessus. Sinon moi je garde le statut auto-entrepreneur pour l'instant. J'ai pas encore décidé de changer. J'ai D'accord. essayé. Donc on peut toujours, si on a des besoins en sécurité web sur Ah un oui, ça site change pas, hein, WordPress, te ça ne demander change pas. d'intervenir soit pour former, soit pour faire de la sécurisation ou Voilà, donc sécurisation voilà, préventive et effective, hein. On m'appelle rarement pour du préventif, mais si vous m'écoutez, faites de la sécurité préventive. Vous paierez 3 fois moins cher. Ça, je vous le c'est dis carrément. important, c'est un argument de vente. Ben, c'est vrai, Oui. voilà, je vous vends quelque chose 3 fois moins cher. Si vous venez me voir après, vous allez vous en mordre les doigts C'est finalement. plus cher J'ai une parce que petite c'est plus long phrase. à faire. Bah oui, c'est logique, hein. Moi, j'ai une phrase que j'aime bien, c'est euh, si vous cherchez des informations sur la sécurité web, continuez à ne pas vous en soucier. Voilà. C'est Attends, bon, vous avez compris. Voilà. alors si toi tu l'as compris, c'était dit, t'es super. J'ai pas compris. Si vous C'est cherchez des subtil. informations sur la sécurité web, attends, explique-nous. Si Qu'est-ce que tu c'est que cherches cette de adage? l'information sur la sécurité web, continue à ne pas t'en soucier. En Oui. gros, un jour, ça t'arrivera droit dedans et tu seras obligé de venir chercher de l'information. Donc D'accord. si tu t'en soucies pas, de toute façon, je viendrai t'en donner. En gros, c'est D'accord. ça. Ok, Il vaut mieux ok. s'en soucier tout de suite en Mhm. Oui, préventif ça que je d'attendre comprends. de se faire hacker et de toute façon, je viendrai vous en donner des infos. D'accord, Voilà, super. c'est un peu le truc. Ouais, Donc évidemment j'aime pas intervenir après parce que je me dis c'est quand même des gens qui se font saccager leur travail gratuitement, hein, donc ça c'est quelque chose que je supporte pas. mhm. Euh, on m'a déjà proposé de pirater des sites concurrents C'est puisque pas vrai. évidemment bah oui parce évidemment si je sais les corriger si je sais les découvrir évidemment je suis Ah là d'abord un là hacker, là. hein, le serrurier il a les clés, hein, donc C'est ça. c'est un peu ça donc on m'a déjà demandé ce genre de choses et j'ai dit mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire même que tu sois en train de me piéger ou pas, je peux pas me résoudre à essayer de te faire ça. Dans ces cas, je fais quoi? Je vais voir la personne en face et puis je lui dis la même chose. Au fait, on m'a proposé C'est de hacker, tu ça. veux pas que je le hack en retour au double de prix? C'est pas possible. Je veux dire, moi, c'est bon, c'est un suicide marketing, un suicide professionnel. Oui, et Donc, puis bon, c'est pas très éthique non plus. bah, Je pense que ça c'est te ça, c'est pas correspond la pas. mentalité. Voilà, C'est clair. il y a les black hats, il y a les white hats, comme Ouais, dans les SEO, je pense. Et c'est puis, ça. moi, je suis du côté blanc quand même. Autant que possible. Voilà, autant que possible, Ça dès marche. qu'on trouve des failles, on essaie un petit peu de signaler. C'est ce que je fais en fait aussi sur WordPress.org Ouais. au niveau des plugins. Donc je suis pas officiellement dans l'équipe, Oui. comme vous aussi, hein, vous n'êtes pas officiellement dans l'équipe, mais si jamais vous découvrez une faille dans un plugin, rien ne vous empêche d'envoyer un mail, hein, plugins@wordpress.org. Vous leur dites voilà, dans ce plugin là, il y a une faille à tel endroit. Et puis eux, ils vont s'occuper de contacter l'auteur pour lui signaler. Bon, si vous pouvez le faire par l'auteur, s'il vous répond, tant mieux.
D'accord. Ça leur fait ça de travail en moins. Et puis sinon, bah, ils s'en occupent. Et puis voilà, c'est une, on va dire, que c'est une sorte de bonne pratique sympathique de signaler ce qui se passe et puis d'essayer de le faire corriger pour éviter que les gens se fassent pirater finalement derrière, Ça quoi. marche, ça marche, ça marche. Voilà. Eh ben écoute, super, merci pour ton introduction. Alors justement, allons-y, parlons un peu de sécurité et commençons par nous faire un petit tour d'horizon des failles classiques, si j'ose dire, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que tu retrouves quasiment systématiquement ou très couramment sur les sites WordPress sur lesquels tu interviens. Vous les avez sûrement déjà entendus, j'en ai même parlé, on en a même parlé un peu ensemble avant. J'ai dit c'est toujours les mêmes qui reviennent, on parle toujours des mêmes. C'est la fameuse XSS, Cross Site Scripting, la SQLI, donc SQL injection, et CSRF, prononcé aussi CSRF, qui est une Cross Site Request Forgery. Donc c'est, on va dire, vraiment les trois les plus connus. Je prends l'exemple de Brad Williams qui a fait une conférence au WordCamp Europe sur la sécurité. Bah, il a parlé de ces trois-là aussi, et c'est à chaque fois les mêmes trois qu'on voit sur le net. Et finalement, je m'en plains un peu parce que je dis on voit toujours ces trois-là, mais c'est vrai que c'est les trois-là qu'on rencontre le plus souvent. D'ailleurs, la CSRF qui est la plus répandue, qui est aussi une des plus vieilles des failles web, qui continue aujourd'hui à sévir dans les nouveaux plugins, dans les nouveaux sites. Pour prendre l'exemple de Ghost, qui est sorti en fin d'année dernière. Qui est un plugin WordPress, hein, c'est ça? Ghost, non, Ghost c'est vraiment, je vais pas dire un concurrent WordPress, hein, c'est John Nolan qui a lancé ça dans l'idée de retrouver un peu plus le côté blogging que WordPress a volontairement perdu. Oui, il s'est volontairement écarté de ça. Mm-hmm. Donc lui, il fait ça en Node.js et donc voilà, pour moi c'est quelque chose de récent, c'est quelque chose de réfléchi, etc. Et j'ai vu dans leur changelog, on ajoute des tokens de sécurité dans le back-end. Ah, parce que vous n'y avez pas pensé. Je me dis voilà, on lance aujourd'hui encore quelque chose avec de la faille CSRF du côté admin. Donc la faille CSRF, je dois quand même dire ce que c'est, sinon je vais C'était un peu ma question. Est-ce que tu peux nous voilà, dire comment on les corrige chacune d'entre elles? La faille CSRF, c'est-à-dire que imaginez-vous, vous avez dans l'administration WordPress, donc ça il y en a déjà, le lien pour supprimer un article. Donc vous passez votre souris sur supprimer, vous cliquez, la page se recharge, l'article a disparu ou il est encore bait. C'est très bien. Vous êtes administrateur, vous avez les droits de le faire. Maintenant, moi je suis un abonné chez vous, ou simplement je connais le lien, l'ID de votre article, donc je peux très bien recréer ce lien, cette requête. Donc c'est le fameux RF du CSRF, le request forgery. Je vais forger une requête. Donc je vais mettre le nom de votre site, /wp-admin, / edit.php, action égale delete, ID égale, là je mets l'ID de l'article. Et je vous donne ce lien à cliquer. Ou je le cache dans un lien bit.ly sur Twitter en disant ah regarde c'est trop rigolo, clique dessus. Là vous cliquez et hop ça vous supprime l'article. Ah ouais j'ai supprimé mais je voulais pas. Bah oui, puis comme tu n'as pas de core bait, tu as vraiment supprimé ton article. Ça c'est la faille CSRF, c'est-à-dire que moi je ne pouvais pas moi-même cliquer sur ce lien parce que je n'ai pas les droits, je n'ai pas de compte, je suis pas admin, je suis pas logué, donc je peux pas. Si j'essaie de le faire, on va me dire veuillez vous connecter. Par contre toi je sais que tu es connecté en admin et que tu as les droits. Donc je sais que si tu cliques sur ce lien, la requête va réellement être effectuée. Le PHP va vraiment interpréter l'action, l'ID, et va donc supprimer cet article. Donc en fait, tu avais les droits, donc le pouvoir, mais tu n'avais pas la volonté, le vouloir. C'est toute la différence là entre le pouvoir et le vouloir. Et c'est l'exploitation de cette différence qu'utilise la CSRF. Pour sécuriser tout ça, donc WordPress l'a fait depuis, il me semble, la 2.6 ou 2.7 maintenant, parce que lui aussi a lancé tout ça sans token de sécurité. C'est-à-dire on ajoute un token, un jeton, qui est un identifiant qui est valide pendant 12 à 24 heures sur WordPress, qui est donc, on va dire, infalsifiable. De l'extérieur, je ne peux pas le deviner. Oui. Si je t'envoie le lien sans ça, WordPress va simplement te refuser, va dire êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Et là, tu vas te dire oh là, j'ai cliqué sur quoi là? Voilà. Donc, cet identifiant n'étant pas devinable, tu vas pouvoir supprimer l'article que si réellement toi, tu veux le faire. Donc, en cliquant sur ce lien, tu t'apercevras que, d'ailleurs, vous pouvez regarder dans votre administration, sur le lien de suppression d'un article, il y a un paramètre qui s'appelle _WP nonce. Donc un nonce, c'est le fameux token de sécurité, ça veut dire number once, donc chiffre utilisé une seule fois. Et c'est ce token qui vous permet d'être certain que ce soit bien vous qui avez fait cette action. Donc attention, quand je vois des fois dans certains forums des personnes qui font des screenshots et on aperçoit des tokens de sécurité, il faut savoir que le token étant valide 24 heures, pendant 24 heures la personne devient vulnérable.
ce genre de choses, donc c'est un peu dommage. Ou alors des copier-coller de liens ou tiens, clique ici, machin, et on s'aperçoit que les gens mettent leur token, donc évidemment ils n'ont pas forcément conscience de ce que c'est. D'ailleurs, surtout c'est une chaîne un peu, c'est une chaîne un peu n'importe quoi, ça sert sûrement à rien. C'est genre un MD5 quoi. C'est ça, en fait c'est réellement un morceau du MD5, c'est 8 ou 10 caractères du MD5, d'une action. Le token est fait comme ça avec une action, c'est-à-dire un verbe, avec un objet, avec un ID unique, mélangé avec ton nom d'utilisateur, plus une clé aléatoire. Donc les fameuses clés aléatoires qui sont dans votre fichier wp-config, les fameuses clés illisibles là, on va les mélanger à l'action par exemple delete. Delete quoi? Post, et lequel? Le numéro X, donc le 10 par exemple. Donc si on mélange le mot update post 10 avec votre user ID plus une clé de sécurité, on en fait un MD5 et on en chope un morceau au milieu, je vous mets au défi de le deviner là. Ouais, là ça devient plus ambitieux comme projet, on est d'accord. Voilà. C'est tout l'intérêt de la CSRF, donc ça c'est une CSRF. Donc c'est plutôt simple à mettre en place en plus. Bah oui, bon déjà, si vous le faites dans WordPress, vous n'avez rien à mettre en place, il n'y a aucun token à créer, puisque WordPress a justement toutes les fonctions qui sont là pour ça. Hein. Si vous le faites par justement un lien cliquable pour supprimer un article, il y a une fonction qui s'appelle wp_nonce_url. Donc de là, vous lui mettez l'URL en paramètre, le deuxième, le nom de l'action. Donc encore une fois, un verbe, un objet, un ID unique. Et ça y est, votre token est créé, etc. Il n'y a rien à faire. Donc pareil dans les formulaires, quand vous envoyez un formulaire, il faut vérifier que le formulaire a bien été envoyé par la volonté de l'administrateur. Bah là, il y a des champs pour ça, c'est wp_nonce_field. Et si vous avez besoin de créer vos propres tokens de WordPress, il y a wp_create_nonce. D'accord. Pour ne citer que, si vous regardez le codex là-dessus, vous regarderez les fonctions relatives et vous en trouverez encore d'autres. Ça marche. Oui, alors, du coup, c'est vrai qu'on a oublié de préciser, mais ce dossier-là n'est pas destiné aux développeurs juniors. Ah, non, ça va être un peu pointu. Ouais, mais en fait, le développeur junior, s'il n'est pas aware à tout ce détail technique, c'est pas grave. Il peut simplement lire le codex de WordPress pour, par exemple, la page de création des settings, se renseigner justement sur ces fameux notes. Il va voir qu'il a juste certaines fonctions à appeler. Il n'est même pas obligé de se forcer à comprendre tout ce qu'il y a derrière, mais au moins essayer de se dire pourquoi est-ce que je mets un token, pourquoi est-ce qu'il faut le vérifier, quand est-ce qu'il faut le vérifier. Si au moins il arrive à essayer de comprendre ces quelques petites fonctions, voilà, il n'est pas obligé d'être consultant sécurité web pour sécuriser un site quand il fait un développement finalement. Ce que tu lui dis, c'est si tu suis au moins les guidelines qui te sont présentés par WordPess, déjà tu es dans un environnement sécurisé. Est-ce qu'on parle rapidement de l'SQLi et d'XSS? On peut. SQL injection, c'est par exemple le fameux ID qu'on vient de passer dans la suppression. C'est un chiffre. Derrière, dans le traitement de cette valeur, si on attend un chiffre, ce serait bien de s'assurer que ce soit un chiffre. C'est-à-dire que chaque paramètre qui est envoyé de la part d'un client, donc du navigateur et donc du visiteur, il faut toujours se dire, quand on développe de l'autre côté, c'est une donnée malicieuse. J'ai demandé un ID, on m'a rentré une chaîne. Il faut se dire que c'est quelqu'un qui va volontairement essayer de fourber le système. Si vous pensez comme ça et que vous arrivez à sécuriser ça, alors vous avez tout bon. Donc en envoyant un ID, vous allez forcer le cast, le type cast par exemple en integer, des choses comme ça, en vous disant là s'il a mis une chaîne, c'est tout, il aura 0 et ça fonctionnera pas. Si on ne fait pas ça et qu'on laisse tout passer, la personne peut simplement finir à notre place la requête SQL justement. Donc elle va mettre l'ID 1, ça va nous faire par exemple delete from wp post where post ID where ID égale 1, mais elle va ajouter autre chose. Elle va mettre par exemple or 1 égale 1. Donc soit l'ID égale 1 ou soit 1 vaut 1, c'est-à-dire vrai. Donc en fait ça va supprimer tous les articles de la table. Voilà le genre d'exploit assez rapide qui est faisable en SQL injection. Donc ça c'est par exemple pour une delete, mais on peut très bien faire du select des fois et on va chercher un peu plus loin. On va chercher dans les tables des mots de passe, même s'ils sont hachés, on peut toujours s'en servir avec des rainbow tables. Donc les SQLi, c'est vraiment faire en sorte que la personne ne puisse pas finir à notre place et compléter nos requêtes SQL. Et donc les deux outils qui sont intéressants à mettre en place, c'est d'utiliser les requêtes préparées notamment. Exactement. Ou de valider les entrées des formulaires, donc des paramètres post. Rien n'empêche de faire les deux. Voilà. Moi je préconise de toute façon, de faire au moins le prépare. Et si on peut encore en plus, ensuite s'assurer que la donnée
et du type qu'on attendait, de la taille qu'on attendait, etc. Si on attend un hexadécimal, eh ben on traite un hexa. Si on attend une chaîne où on pense qu'elle ne doit pas dépasser 64 caractères, eh ben on la bloque à 64. On prend les 64 premiers, etc. Oui, c'est vrai que c'est quand même moins coûteux d'implémenter une requête préparée en termes de temps de développement que de devoir implémenter une validation de formulaire, parce que du coup après derrière il faut gérer la partie retour sur le message d'erreur, etc. Donc c'est toujours un peu plus coûteux, même si les bonnes C'est deux pratiques. choses différentes. Il y Oui. a deux choses différentes parce qu'il y a la désinfection, sanitisation et Ouais. le filtrage, ce qui fait qu'on peut très bien dire à la personne du côté client en JS, vous n'avez pas rentré une email, correct. Mhm. Donc déjà, il est bloqué, c'est-à-dire que il attend pas que le formulaire s'envoie, puis il lui revienne avec l'erreur, voilà. Si jamais on l'a pas mis en place ou qu'il n'a pas le JavaScript activé, ça lui envoie l'email. Là, on peut pas lui dire oh il a mis quelque chose de pas bien, je vais lui remplacer par autre chose. Non, c'est son mail, on peut pas lui remplacer par autre chose. Là, on est obligé de bloquer l'information et de lui renvoyer en disant le mail est pas bon, ça va pas le faire. Par contre, si son âge, il s'est amusé à mettre moins 999, bah c'est tout, on lui claquera un 0 et il dira dans son profil de le modifier, par exemple. Ouais, d'accord. Ce genre Ça de marche. choses. Non. Et la troisième, Ouais. plus connue, XSS, donc c'est cross-site scripting. Il y en a deux. Il y a la Reflected et la Stored. Oula. Donc, alors Reflected, c'est celle qu'on peut exploiter via l'URL directement, D'accord. en get ou en post. Ouais. Donc par exemple, vous allez sur une page, il vous dit que votre email est incorrect, donc il vous renvoie sur une page et on s'aperçoit que dans le paramètre, il y a un petit paramètre qui s'appellerait message. Et c'est écrit message égal, votre email est incorrect. Mhm. Ah bon, donc en fait, ça écrit dans la page ce que je mets dans la barre d'adresse. Ouais. Là, on s'aperçoit que si on tape du script ou du HTML, oh, carrément, ça écrit dans la page. Et là, on se sert de ça pour, par exemple, insérer, pourquoi pas, un JavaScript qui va lire les cookies, nous les envoyer en Ajax. Pourquoi pas écrire dans la page un petit overlay avec une fausse boîte de login en disant vous avez été déconnecté, merci de vous reconnecter, alors que finalement, le formulaire pointe chez nous, donc on va nous choper le login et le mot de passe. Donc ça, c'est une reflected. D'accord. Donc le lien est, on va dire, il est grillé. Hein, on voit très bien dans la barre Ouais. d'adresse qu'il se passe ça. D'accord. Après, il y a la technique du HTTP pollution, de volontairement mettre des paramètres inutiles pour faire que l'URL soit très très longue et que nos fameux paramètres malicieux se retrouvent en fin de barre qui dépasse de l'écran. Donc c'est une technique HTTP parameter pollution. Ok, oui, je comprends. Et la Stored XSS, c'est une XSS qui se trouvera en base de données. Donc une fois qu'elle est là, il n'y a plus rien en barre d'adresse. Imaginons que justement dans un commentaire, C'est vous typiquement arriviez à mettre, un voilà, vous commentaire. mettez dans un commentaire un script, etc. Il n'y a pas de filtrage à la sortie. Quand on réimprime de la base de données le commentaire, à chaque fois notre script s'exécute. Donc là, c'est du Stored et là, c'est à l'administrateur d'aller faire le ménage. Ça marche. Ok. Voilà pour les trois. Pour s'en protéger, eh bien, échappement des caractères avec escape. Donc si vous cherchez dans WordPress les fonctions qui commencent par ESC underscore escape, vous trouverez une grosse panoplie pour chaque contexte. Les attributs, le JavaScript, les textes ARIA, le HTML. Il y a vraiment de quoi se Parce que servir. Pour- tout ne s'escape pas de la même manière en fait. Exactement, ouais, c'est ça. Il y a certains caractères qui sont utiles à certains endroits et d'autres non. Et puis, pour ceux qui font plutôt le PHP, c'est la fameuse fonction HTML Entities, Effectivement. dont il ne faut pas oublier le second paramètre avec ENT majuscule underscore quotes majuscule. Fais bien de préciser. Qui pourrait, dans certains cas, si on ne le met pas, voilà, je dis bien dans certains cas, réussir tout de même à une exploitation XSS. Mhm. Et le troisième paramètre, UTF-8, pour éviter de autoriser des caractères louches qui pourraient eux aussi mener à une autre XSS. Donc c'est encore plus poussé, mais il faut y faire attention. Ok, très bien. Voilà pour les trois les plus connus, mais Ouais. il y en a d'autres, comme que je rencontre aussi souvent, des failles d'upload. Ouais. Si un thème permet, par exemple, d'uploader son propre logo pour mettre sur le thème, ils n'utilisent pas forcément, malheureusement, la fonction WordPress pour le faire. Ils ont fait leur petit truc maison, sauf que du coup, on peut uploader un petit peu ce qu'on veut, et ça, évidemment, je m'amuse à mettre des backdoors PHP et ça passe, donc ça, c'est dommage. Et à D'accord. l'inverse aussi, les failles de download. Je pense notamment à des thèmes qui permettent de télécharger leur configuration parce qu'ils sont complexes, si on veut exporter sur un autre site, sauf qu'ils ont fait leur petite fonction de download maison et ils nous donnent un lien avec, mettons, point d'interrogation, file égale sauvegarde.txt. Oui, D'accord. alors je vais modifier ce paramètre, 2.//wp-config.php et boum, la config dans les mains. Et ça, c'est méchant. Donc là, faire attention aussi à s'assurer d'où vient le fichier. Mais pourquoi et- tant de et- haine? Évitez de faire des trucs maison quand WordPress vous propose déjà tout.
Ça marche. Déjà, vous gagnez beaucoup en sécurité. Effectivement, lire les guidelines de WordPress, c'est déjà un bon point, un bon début. Oui, d'accord. Bah écoute, merci. C'est pas mal du coup. On a fait un bon tour de quelles sont ces failles classiques et comment s'en protéger. Est-ce que tu as quelques liens pertinents à nous proposer pour les bonnes pratiques de développement du coup sous WordPress dans dans un objectif de sécurité? Alors, Euh, déjà, je dirais, la première chose vraiment à faire, c'est lisez la documentation PHP. C'est-à-dire que D'accord. vous prenez le bouquin, vous allez carrément sur la doc PHP et lisez la doc finalement. Vous lisez la doc PHP, vous lisez la doc SQL et Mhm. vous allez pouvoir de vous-même vous protéger contre les injections finalement, parce que vous allez comprendre chaque fonction. Vous allez vous dire, ah, mais ça existe et ça sert à ça. Donc, ça veut dire qu'il est possible de faire ça. Enfin, voilà. Lisez la doc de WordPress. Finalement, lisez. Voilà, juste en un mot, lisez des bouquins. Moi, j'ai un bouquin que j'ai mis devant moi là. Je vais essayer de vous montrer. Tac. Vas-y. Voilà. WordPress 3 Ultimate Security. On voit pas Alors qui est malheureusement, l'auteur. ça ne parle pas beaucoup de WordPress finalement. J'aime bien dire que ça parle un petit peu de WordPress quand même vers la fin. Ça nous donne un bon tour de jusqu'où il faut aller pour sécuriser un site. Ok. Ça va bien au-delà de notre petit FTP, évidemment. Là, ça parle jusqu'au social engineering. Ah oui. Ah oui, non, ça va loin. Voilà, ça va très loin Bon, bah, finalement. c'est chouette, c'est C'est intéressant. vraiment ultimate. C'est ultimate, c'est-à-dire que ça va vraiment jusque votre PC. Est-ce que vous avez bien installé les bonnes extensions? Est-ce que vos extensions Firefox sont pas en train de vous trahir, etc. D'accord. C'est un bon bouquin de parano. Donc j'aime bien. Effectivement, C'est ça, hein. On est d'accord. Ça va loin. Mais moi, C'est je les me dis éditions Errol, c'est ça, hein? Non, non, cru reconnaître. c'est qui? Je ne connais peut-être même pas. Pact Publishing. C'est Pack Publishing, d'accord. On le voit pas là. Tac. Non, mais je note juste pour mettre. Voilà. On mettra un lien de toute façon dans les notes de l'émission pour que les gens puissent. Pact Publishing, il était à $50. Ah oui, en plus en plus c'est cher quoi pour de la parano. Ah ouais, mais bon, moi je prends ça. Ça Ouais, m'intéresse, je ça. comprends. Non, mais t'as Donc raison. De vraiment, toute façon, vaut c'est mieux. beaucoup de lecture et si tu veux du site web, vraiment du lien, finalement, ce qui est intéressant de regarder, c'est ce que je vous ai mis tout à l'heure. J'ai dit, il faut cliquer sur la CVE. C'est tous ces sites qui répertorient justement les failles les Ouais. plus connus, le OWASP, ExploitDB, HTBridge, Ok. et tous ces sites-là qui disent voilà, il y a Ils telle font faille une à tel veille très endroit, voilà active le sur genre, la sécurité. voilà le genre de faille qui existe. Et finalement, on se renseigne, puis, ah, cette faille existe, et là, en fait, on peut l'exploiter de telle et telle façon. Ça marche. Il n'y a pas un livre qui va vous dire, alors voilà, il y a cette faille-là qui existe, voilà comment l'exploiter, etc. Parce que la XSS, elle existe partout, en JS, en Java, en C, en tout. C'est qu'une faille. Moi, j'en parle qu'au format PHP et WordPress, mais elle existe partout. Donc, lisez vraiment ce qui vous intéresse dans votre domaine, mais lisez la documentation finalement et vous apprendrez beaucoup de choses sur votre métier tous les jours, je pense. Ça marche. Alors écoute, détendons un petit peu l'atmosphère, mais est-ce que tu aurais des petites anecdotes, des situations un peu loufoques sur lesquelles tu es tombé pendant tes différentes interventions, soit chez tes clients, soit ailleurs? Ah bah oui, bien sûr, hein, des anecdotes, j'en ai sûrement des tonnes. Des récentes, je vais essayer de me dire qu'il y a un client qui est venu me voir en me disant Alors pas de je nom, crois... hein, restons. Non, bien sûr, j'ai pas envie non plus d'en donner. Très En bien. me disant je crois que je me suis fait hacker, donc comme d'habitude j'interviens un peu sur le FTP pour regarder, et je m'aperçois que 100% de ces fichiers PHP sont infectés, donc il y en avait plus de 17 400. D'accord. C'est assez énorme, là tu te dis bon bah donc il y a 17 400 fichiers à nettoyer parce qu'on peut pas les supprimer parce qu'il en a besoin, hein. C'est toute son installation, ses fichiers, ses plugins, ses thèmes, etc. Donc plus des devs maison. Donc il faut réussir à créer soi-même un truc maison pour nettoyer spécialement ce hack-là. Ensuite, une autre personne où il m'a dit voilà, j'ai un FTP avec une cinquantaine de clients dessus. Je pense qu'il y en a un ou deux qui se sont fait pirater. Et non, en fait, c'est les 50, puisque à partir du moment où les 50 sites sont côte à côte dans des dossiers, il y en a un qui se fait pirater. Le pirate remonte d'un cran dans l'arborescence et il tombe sur le reste. Et allez. Donc là, c'est dommage. Donc là, tout de suite, la solution que je lui ai donnée, c'est on arrête, je corrige rien, ça sert à rien. Le temps que j'arrive au 50e, on est revenu au premier, on recommence. Donc d'abord, il faut tout séparer sur 50 FTP différents. Au moins, tu es sûr qu'ils vont pas se retrouver côte à côte, quoi. Donc c'est ce qui a été fait. Donc là, du coup, c'est une intervention sur l'admin système de l'organisation du serveur, etc. Là, du coup. Voilà, donc là, lui, il s'en occupe parce que c'est lui développement. qui gère son serveur. Mais là où j'arrive finalement en consulting sécurité pour dire voilà ce qu'il faut faire en bonne pratique sécurité. Et Ouais, tu me recontactes quand tu as terminé. Et j'interviens ensuite, moi, sur les WordPress pour nettoyer, patcher
et puis faire en sorte que ça revienne pas surtout. Hein. Ouais, je comprends. Parce que malheureusement, je fais en sorte que mes clients reviennent pas. C'est ça. C'est pas bon pour le Ouais. business, mais c'est quand même mieux au final. Mais tant pis, ouais, c'est ça. Si on revient pas, c'est tant mieux. Et si on revient, c'est gratuit puisque ça me plaît pas. Mais pour l'instant, comprends. personne n'est jamais revenu, donc je suis content. Est-ce que tu as des outils que tu recommanderais d'utiliser pour des développeurs web qui auraient envie? Alors, je sais pas si on peut faire des audits ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises? Par exemple, comment tu as fait pour détecter qu'il y avait 17 000 fichiers infectés? Enfin, voilà, comment... Est-ce que tu as des outils que tu nous recommandes ou c'est tout maison et dans ce cas-là, c'est une recette secrète C'est quasi tout maison. En fait, Ouais. il y a quelques softs qui sont connus par du script qui disent, dont peut-être vous connaissez Havij, Havij, qui est connu pour de faire des tentatives d'exploit SQL injection. D'accord. Alors pourquoi est-ce que j'utilise ce genre de soft, de script qui disent? Parce que je me dis, si ce soft est capable de détecter la faille, alors là le site est vraiment mal barré. Parce que voilà, je me dis, voilà, le truc il est automatisé, on lui file une URL, il va tester la faille, s'il arrive à l'exploiter, oh, c'est méchant quoi. C'est S'il clair. n'arrive pas à l'exploiter, moi j'essaye ensuite côté humain, manuel, de me dire, je veux bien regarder le code, je veux me dire vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que justement le soft passe pas à côté de quelque chose. Voilà. Ouais, bien sûr. Et c'est mieux quand le soft n'y arrive pas. Mais quand il y arrive, je préviens le client, je dis voilà, avec ce soft trouvable sur Google, n'importe qui peut vous pirater. Et donc là, ça fout les boules quand même. Ouais, tu mets un peu la pression, quoi. Bah ouais, heureusement il est déjà venu me voir. Après, pour trouver des failles dans 17 000 fichiers, évidemment, c'était la même partout. Hein, j'ai pas... Ouais, oui. mais il y a des mots-clés que vous connaissez sûrement. On fait attention aux fonctions eval, Ouais. au base 64 encode et décode, au GZ inflate et tout ça. Alors, WordPress en contient. Ça veut pas dire que c'est méchant dès qu'il y a un base 64, mais il faut regarder ce que ça fait. D'accord. Vous avez sûrement vu des fois peut-être des backdoors passer, des shells PHP. Là, c'est les caractères vraiment qui font 10 kilos de long et c'est absolument imbitable. Là, vous pouvez vous compter à 100% que c'est quelque chose de malicieux. Il n'y a pas de raison de cacher du code à ce point-là si c'est pas malicieux. Et voilà, il y a certains mots-clés que j'essaie de détecter, mais finalement, je suis assez étonné parce que à chaque fois que j'interviens, de toute façon, j'ai cette, on va dire, liste de mots-clés que je peux chercher. Ouais. Mais de toute façon, quand je cherche ensuite à la main, je Ouais. tombe encore sur des nouveautés. Je me dis, eh ben ça, je connais pas, et je le trouve quand même. Et c'est quand je le trouve où je suis quand même content. Ouais, Quand je le trouve si, pas, ouais. quand je le trouve pas, j'ai un peu peur quand même. Quand je trouve rien de neuf. c'est ça. Je me dis bon, j'ai rien trouvé. Ça veut dire qu'il y a rien ou ça veut dire que j'ai pas trouvé? Ouais, je comprends. En fait, ça c'est jamais finalement. C'est ça. Il y a un plugin que vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle TAC, Theme Authentificator Checker, quelque chose comme ça. Ouais. On lui donne un thème WordPress et lui il nous dit si effectivement il est verrouillé ou pas, parce que parfois dans les footers ça ajoute du JS qui fait ceci, qui fait cela, et lui il a aussi sa liste de mots-clés et de fonctions bannies, blacklistées. J'en ai fait un article sur le blog parce que ce qu'il faut faire attention avec ce genre de soft et de script, c'est que s'il vous dit c'est verrouillé, il y a de fortes chances que ça le soit vraiment. Par contre, je suis pas d'accord quand il vous dit ça ne l'est pas. Il devrait dire je n'ai rien trouvé, ça Ouais, l'est c'est peut-être. plus ça. Ouais. Il peut pas s'assurer de lui-même un script que c'est bon, c'est pas possible, c'est pas logique. Même moi en humain, je pourrais dire de ce que je connais aujourd'hui à un instant T, j'ai rien trouvé. Je peux D'accord. pas assurer au client, vous êtes 100% sécure. Si je fais ça, c'est voilà, la sécurité C'est des 0, mensonges, ouais. point 0, ça n'existe pas, Donc on fait au mieux à un instant T avec ce qui est connu. Et du coup, il y a des clients qui te, pardon, genre te payent des abonnements pour que tu viennes faire des audits réguliers pour s'assurer qu'il n'y a pas de faille ou de choses comme ça. Est-ce que c'est des prestations qu'on te demande ou que tu peux proposer? En France, non, parce que la sécurité, il n'y a jamais de budget sécurité qui est prévu. Ouais, c'est Encore jamais moins a pour, priori, c'est a pour la- posteriori la plupart du temps. Exactement. Les gens ne veulent pas dépenser d'argent dans la sécurité parce que bon, il y a aussi non mais c'est bon, c'est bien développé, ou alors on n'en a pas besoin, ou on verra plus tard. Mhm. Et puis évidemment, une fois que le site est lancé, ça fait 1 an qu'il est debout. Heureusement qu'on n'a pas dépensé cet argent-là, ça aurait servi à rien. Et le jour où ils se font avoir, où ils perdent tout, n'importe quoi, là c'est un peu les boules quoi. D'accord. Et la fausse bonne idée, c'est d'utiliser le backup. On se dit mais c'est pas grave, j'ai des backups. Mais le backup, il doit vous servir si vous avez vous-même fait une bêtise et non pas en code piratage. Si vous êtes fait pirater, vous pouvez de suite supprimer tous vos backups. Ça sert à rien. Et parce qu'ils sont vérolés eux aussi, du coup. Voilà, un client Ouais, récent, potentiellement. un client récent m'a dit, je pense être aussi victime de piratage, tout ça. Il m'explique un peu ce qui se passe et je lui dis, je suis certain que tes backups sont vérolés. Je suis certain que ça fait 3 mois que c'est présent.
J'arrive ensuite sur son FTP et je trouve un fichier qui date de 3 mois en arrière. Donc c'était au mois de décembre, son fichier datait du mois de septembre. D'accord. Et je lui dis voilà ce que fait le hacker. Il vient, le hacker est discret, il se pose et il attend. Maintenant il attend 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là il dit c'est bon, maintenant je suis dans les backups, je vais pouvoir commencer mon bazar. Et là on se dit oh mince, j'ai des piratés, je vais remettre mon backup. Bah non, parce qu'il est toujours là, il a toujours été là depuis 3 mois. Il D'accord. est juste discret. D'accord, ok. Donc il y a des attaques silencieuses en plus. C'est terrible. C'est fourbe, Non, c'est mais, super fourbe. je m'attendais à découvrir, à ce que tu nous parles de choses aussi vicieuses que celles que tu nous racontes, mais bon, ça fait toujours un peu froid dans le dos et sourire aussi Ouais. d'entendre parler de ça. Mais quand t'entends des trucs comme ça, tu te demandes pourquoi Internet c'est encore ouvert et devrait le fermer, c'est trop drôle. On va tous mourir avec ces conneries. Ah là là là. C'est clair. Et mais sinon, j'étais en train de me dire un truc, enfin, ta situation elle est pas mal. Ce jour où t'as pas beaucoup de boulot, tout ça, tu balances ta carte de visite dans les boîtes aux lettres des zones industrielles, les zones commerciales, etc. Et puis 2-3 semaines après, tu vas pirater un petit peu le truc. Pas mal, Ça, quand même. il y a des C'est gens bien, qui font ça. ça, il y a des gens qui font ça sûrement, qui Ah, vont j'imagine que ça casser doit à droite à exister, gauche, effectivement, ouais. voilà, casser à droite à gauche pour ensuite proposer de dire moi je sais réparer au fait. Oui, mais comment tu sais que potentiellement ça se passe mal ici? On va regarder un petit peu les logs de ton mail et les logs de chez nous en visite et on s'aperçoit que c'est la même adresse IP. Tu peux nous expliquer s'il te plaît? Ouais, mais je suis sûr que ça a dû exister, mais alors, Oui, non, non, c'est sûr, c'est sûr. calculable 2 fois ce genre de situation. Mais en France, par exemple, je ne peux même pas. Mettons, voilà, je vais sur ton blog, je m'aperçois Ouais. qu'il y a une faille. Je ne peux même pas te dire, attention, il y a telle faille à tel endroit. Ouais, j'ai vu Je suis ça. dans l'interdiction de le faire. Ah, Ouais, d'accord. ça c'est Je crois incroyable. Ouais, 2006, je crois, j'ai plus le droit. Ah bon? ouais, il y a eu, mais il y a Non, eu ça des s'appelle exemples, ça s'appelle du full disclosure et le full disclosure est interdit. En gros, ça insinue que, imaginons, je passe devant chez toi, Ouais. je viens frapper à ta porte. Là, Et je il te y a dis, ta personne. fenêtre est ouverte. Et là, je me dis, tiens, je vais tester voir si la poignée s'ouvrirait. Et là, je m'aperçois que ta porte, elle est ouverte. Bon, je fais rien, je la referme. Je te vois le lendemain, je te dis, au fait, hier, je suis venu chez toi et la porte était ouverte. Et là, tu fais, ah, donc en fait, tu m'as peut-être cambriolé. Ah bah, je Mhm. t'attaque en justice. Ah bah Non, oui. mais attends, je suis sympa, je suis pas rentré et je t'ai prévenu. Bah maintenant, je t'attaque en justice. Donc Et en t'as- France, c'est possible et on perd. Ouais. Voilà, on perdrait. D'accord. Et Voilà. c'est déjà arrivé en plus, hein. Il me semble qu'il y a déjà eu des gens qui ont été condamnés pour des trucs comme ça, quoi. Ouais. Alors, généralement, les condamnations étaient pas très élevées, mais voilà, clairement, c'est pas la même ouverture d'esprit que dans Exactement. les Alors par pays contre, quand je travaille à anglo-saxons où là, l'international, plutôt, il n'y a pas de problème. Je travaille ouais. avec de l'italien, de l'US, du coréen. Alors là, je peux lui dire, il y a une faille à tel endroit, tel machin, voilà, carrément ton fichier de config dans les mains, je te l'ai piqué, quoi. Aucun Ouais, mais problème. il y avait eu un exemple en France, je sais plus lequel c'est, mais ouais, une grosse boîte qui avait porté plainte du coup. Ouais, pourquoi vous avez trouvé ça et tout, c'est pas normal. Alors que tu vas dans les autres, tu vois, par exemple Google, dès que tu trouves une faille sur Chrome, tu leur dis, puis tu files du fric, Bah ouais, bien plus ou sûr. moins important Manage suivant WP, la criticité c'est de la ça. faille. Si vous connaissez Manage WP, qui permet d'avoir un seul dashboard pour gérer tous ces sites en WordPress, ils ont un système. Si on trouve une faille, on a 500 €. Ouais. Mais Tu ouais, vois, donc. c'est plus intelligent Ouais, mais que de porter plainte contre un mec qui t'a trouvé Mais une faille. pire, il y a une société en France qui avait, où il y a un consultant qui les a contactés en disant voilà, il est possible que peut-être, probablement, il y aurait un petit problème de sécurité. Voilà, donc il est super évasif et tout. Ils font ah bon et tout. Et vous pensez que c'est quoi? Ça se trouve vous, tout ça, vous pouvez nous le dire? Et puis en fait, du coup, il fait bah je vais vous le dire. Puis il fait ah ah ah, on t'attaque maintenant. Voilà, c'est vraiment salaud quoi. C'est vraiment salaud. Elle est curieuse cette là. Je comprends en même temps la démarche, mais c'est vraiment un côté. Ouais, Mais, c'est un peu à l'inverse de l'ouverture qu'on mais peut. oui, c'est une loi qui est Complètement, écrite complètement. par des Oui, types qui comprennent rien de toute façon, tu vois. Donc, Je comprends. oui. Ouais. Je comprends. Bien, écoute, évidemment, tous les liens et outils dont on a parlé, on en fera une petite liste qui sera disponible dans les notes de l'émission et tu nous en proposeras probablement quelques autres en Ouais. plus. Est-ce que tu as des points, des éléments que tu voudrais ajouter qu'on n'a pas abordé, Julio? Lisez. Voilà. Lisez, d'accord. Très bien. Bah écoute, ce sera donc le mot de la fin. Ah non, j'ai une petite question, Vas-y. un petit peu anecdote. Sur WP Rocket, donc apparemment c'est toi qui y as contribué, c'est ça? Tout à fait, je suis développeur avec Jonathan Butiger. Ouais. Et du coup, c'est quoi l'avantage d'utiliser WP Rocket par rapport aux autres plugins WordPress d'optimisation?
au Par hasard. rapport aux autres Famous, W3 Total Cache, Ouais, voilà, etc. exactement. Super Pour te Cache. dire, moi j'ai dû en installer il y avait pas longtemps sur le WordPress d'un client et je savais pas trop lequel choisir en fait. Bah, moi j'étais pareil que toi en fait, je savais pas lequel choisir et Ouais, quand j'en ai installé un, malgré que je suis développeur et assez initié, j'ai jamais compris toutes leurs options, tous les onglets. ouais, Les c'est options, énorme tout ce qu'ils ont. ah oui, avec parfois des options qui disent bon, si vous cochez ça, il y a forte chance que ça marche plus. Ouais, Pas cette option, arrête les bêtises. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est déjà quelque chose de réellement performant et aussi de faire que la personne, une fois qu'elle active le plugin, ça y est, ça fonctionne, il n'y a rien à faire. Et si elle veut, il y a des options qui sont simples à comprendre, il y a quelques cases à cocher à droite à gauche et c'est tout. Et il y a des d'accord. options encore avancées si vraiment la personne souhaite aller un petit peu plus loin, mais ça reste, voilà, c'est super bien expliqué, c'est super bien documenté. Réellement, les performances, là, du coup, bah, on les a pas inventées, on regarde un peu comment ça tourne chez les clients. Sachant qu'on n'a pas d'affiliation et qu'il y a beaucoup d'articles qui parlent de requêtes, à chaque fois, c'est ça a amélioré mes perfs, ça a amélioré mes perfs, ça a amélioré mes perfs. Donc, c'est Mhm. pas, ils le disent pas parce que justement, ils ont quelque chose à vendre, puisque finalement, ils ont rien à vendre. Ils font simplement un retour utilisateur. On voit des comparatifs avant-après les GT Metrics et on se dit que voilà, le taf est bien fait parce que réellement, ça augmente vraiment les perfs. Avant VP Rocket, je mettais pas de plugin de cache. Je préférais limite que ce soit lent tellement je comprenais pas. Et depuis Rocket, évidemment, je l'utilise et j'ai réellement aussi des perfs qui ont augmenté. Et chez les clients, c'est la même chose. Je leur installe du Rocket et je regarde un peu. Bon, évidemment, parfois le thème est pas super bien opti. Bah, je retouche un peu le thème et ça travaille encore mieux. Et quand je passe d'une note CD à AA, voilà, ça me fait vachement plaisir, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Ok, bon, bah, c'est vendu. D'accord. Donc du coup, ce que J'achète. tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut qu'on l'installe sur le site de la Debug Room, si j'ai bien Il faut, compris. il Il faut faut, le il faut. faire. Bon, bah on discutera après toi hors émission pour voir comment on peut l'obtenir, parce que je crois qu'il est payant, si je Tout dis à pas de fait. C'est bêtises. un Oh, plugin c'est premium avec un support réactif Combien il en coûte? français. En perso, 29 euros et jusqu'en pro à 150 euros, nombre de sites illimité. D'accord, ok. Bon, bah Voilà. très bien. Bah écoute, parfait. Teddy, t'avais d'autres questions? Non, moi c'est bon. Super. Bah écoute, Je vais changer de métier, c'est trop dangereux de faire développeur. c'est ça. Moi aussi, je vais aller cultiver des patates. C'est bon les patates. Ouais. Euh, Ouais, encore les patates, tu peux avoir des problèmes de pesticides, etc. Voilà, c'est honteux quoi. c'est trop dangereux. C'est- Bon, bien ok. Merci messieurs. Nous passons à la toolbox. Et maintenant, ouvrons la toolbox. Et dans la toolbox, je vais donc vous parler d'un petit outil qui s'appelle PageRaise et qui va vous permettre de générer des screenshots en ligne de commande ou via une API locale. Donc ça va vous offrir. Alors attention, c'est développé en Node.js, donc voilà, donc c'est pas pour tout le monde. Mais si vous avez besoin de générer des screenshots, ce qui est intéressant avec ce petit outil, c'est qu'il vous permet de générer des screenshots l'idée c'est de dire j'appelle PageRes, je lui donne l'URL du site que je veux mettre en screenshot, la résolution d'image que je veux en résultat, et il te fait et il te sort l'image avec le screenshot. Donc ça c'est cool. Moi je l'ai testé et son avantage, pour moi il en a deux, c'est que il est vraiment rapide, c'est-à-dire quand il génère vraiment beaucoup plus vite que d'autres types de services qu'on pourrait utiliser. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il s'appuie évidemment sur une version enfin, ce qu'on appelle c'est le WebKit headless, c'est-à-dire en gros c'est le moteur de rendu de WebKit Ouais, pardon, mais sur l'interface. sans l'affichage graphique en fait. Et donc du coup tu peux faire et du coup ce qui permet de faire, c'est par exemple si tu as une page qui est hyper longue en profondeur, typiquement les sites en one page, et bah ça te permet de faire un screenshot avec une ligne de flottaison, avec comme si tu avais un navigateur de taille infinie par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment c'est intéressant, ça permet d'avoir des screenshots de la page complète, même si un navigateur de taille classique pourrait pas l'afficher en entier. Donc ça c'est vraiment cool. Et moi ce qui m'a séduit en fait dans ce truc là, c'est qu'il propose une API. Donc dans ton code tu peux faire un peu, enfin require PageRes, et puis tu peux lancer
l'appel du screenshot directement dans ton code Node.js. Ça c'est quand même cool parce qu'on a quand même pas mal de sites sur lesquels on peut avoir besoin de générer des screenshots je pense à des portfolios ou des choses comme ça par exemple. On pourra avoir besoin de générer des screenshots un peu à la volée à partir d'URL et du coup ça c'est plutôt bien réalisé. C'est sous licence MIT donc vous pouvez l'utiliser tranquillement sur vos sites et puis et c'est en Node.js. Donc voilà, moi je trouvais que c'est un petit outil intéressant parce qu'on en trouve pas beaucoup des comme ça. Souvent on a des services web accessibles, mais moi j'avais eu du mal à en trouver, donc et celui-là était plutôt bien fait. Ouais, moi, Ça- j'avais peur que ce soit une usine à gaz, effectivement. S'il faut démarrer un navigateur pour chaque screenshot, c'est un peu lourd, mais Clair. si tu dis que c'est rapide, Non, 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 ça le fait vraiment. Enfin, moi j'ai bien. trouvé ça rapide, hein. Vraiment, quand ça l'a fait, ça consomme un peu de CPU, hein, faut pas se le cacher. Mais non, c'est vraiment rapide. Enfin, moi j'ai trouvé ça bien. Est-ce que c'est des Ok. services auxquels vous avez eu besoin de faire appel dans certains de vos développements ou il y a que moi qui ai rencontré ce cas-là? Moi, j'ai Euh, déjà dû faire des screenshots, ouais. Ouais, toi t'as ouais, dit? moi aussi, mais du coup, généralement, il suffisait d'avoir une extension dans mon navigateur, c'était suffisant en fait. Tu vois, D'accord. la, la solution que tu proposes, c'est bien si tu en as vraiment beaucoup à faire et que du coup, tu veux le rendre et que tu veux le faire à travers l'API. Ouais, du coup, effectivement, c'est vachement utile pour ça. Ça Ouais, peut être pas mal. absolument. Ok, bon, bah écoutez, on va passer à la zone 404. Yep. En avant, dans la zone 404. Et la zone 404, cette fois-ci, je vous propose pas moins que de transformer n'importe quel développeur en un parfait écrivain. Le site dont je vous parle s'appelle hemingwayapp.com, donc du nom du fameux auteur du même nom, Hemingway. Et c'est un petit service, c'est un petit site qui va vous permettre de taper du texte dans un petit textaria et qui va vous identifier. Enfin, il va vous donner deux choses. Il va vous dire déjà alors évidemment c'est fait par les États-Unis, donc il va vous dire dans quelle classe il faut être au minimum pour être capable de lire ce texte. Je vous la fais courte. Aux États-Unis, il y a pas, enfin, du CP jusqu'à la terminale pour nous. Eux, ils numérotent ça de 1 à 12. Donc il y a premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, jusqu'au douzième niveau, jusqu'au douzième niveau. Et après, tu passes je sais pas trop s'il y a un bac ou pas là-bas, mais après tu passes au collège, comme ils l'appellent là-bas. Et du coup, cet outil, c'est exactement ça qu'il fait. C'est qu'il te dit, voilà, le texte qui est écrit là, évidemment, il faut qu'il soit écrit en anglais. Il faut au moins être dans la classe, dans la septième classe à partir du CP, pour être capable de lire ce texte correctement. Et en plus de cette information-là, il te précise quelles sont les phrases qui sont mal écrites, s'il y a des adverbes qui devaient être utilisés différemment, si la phrase peut être écrite de manière plus simple. Il te conseille par exemple de passer de la forme passive à la forme active. Bon, il y a plein de choses qui sont intéressantes, enfin, il y a plein de recommandations pour lire enfin, comment réécrire ce texte pour qu'il soit plus facilement lisible. Et je me suis amusé du coup à faire un petit peu enfin, à un petit peu trash tester cet outil. Et j'ai été prendre un bouquin d'Hemingway et j'ai foutu les trois quatre premiers paragraphes dans cet outil. Et alors, par exemple, le premier paragraphe d'un livre que j'ai testé, il suffit d'avoir entre 7 et 8 ans pour le lire, alors que c'est un bouquin qui est complètement destiné aux adultes, hein. Enfin aux adultes, en tout cas au public adulte. Donc du coup, on peut considérer que Hemingway écrit bien, parce que voilà, s'il faut avoir que 7 ans pour être capable de comprendre la phrase, même si on n'a pas forcément tout le vocabulaire, c'est... j'ai trouvé ça marrant comme démarche et c'est toujours rigolo de passer avant d'écrire un texte en anglais, peut être intéressant de le passer là-dedans. Moi je l'ai fait deux trois fois et effectivement ça m'a permis de réécrire le texte de manière un peu plus en suivant leurs conseils. Est-ce que c'est un outil que vous utiliseriez au quotidien? C'est S'il quand même. existait en français. C'est vrai. Ouais. Et puis, est-ce qu'il fonctionne pour le français ou pas? Non, non, absolument pas.
Non, non, Hmm. non, Mais même si tu essayes de mettre du français pour voir ce que ça À mon donne. avis, il va te dire, bon là, il faut avoir vraiment un âge très avancé. Ouais, alors, Je comprends rien que tu racontes. c'est ça. Non, j'ai pas du tout, j'ai pas fait ce test-là parce que comme il est vraiment tout pour l'anglais, Hmm. écoute, je viens de poser un article de Wikipédia dedans. Alors attends, j'ai pas mis assez de texte évidemment parce que tu comprends bien que hein, ça serait trop facile. Sinon, allez, on va en mettre un peu plus. Donc là, je mets le début d'un article sur le système éducatif américain. Et ouais, alors là c'est tout rouge, il me dit qu'il faut être... Bah c'est simple, il me dit qu'il faut être à la 17ème au grade C'est 17. ça. Donc il faut avoir plus de 18 ans et plus pour être capable de lire ce texte. Oh, ok, ça veut dire que c'est pas du tout bon pour, pour le français. Bon, on Non. pouvait s'y attendre, hein. Mais voilà, du que je trouvais rigolo, c'est que il donne des conseils vraiment précis sur voilà tel mot remplace-le par tel autre, tel adjectif par tel autre, etc. Donc c'est au-delà du côté un peu rigolo de la chose, c'est quand même bien réalisé. Donc je voulais les applaudir au moins pour ça. Bon, ouais, il faut que tu le fasses les mêmes, mais en français maintenant. Ouais, C'est clair. bon, ok, Je merci. t'autorise je t'autorise à passer du temps là-dessus. Je pense que la traduction ne suffira pas. C'est ça, merde. J'avais prévu de passer par un Google Translate, comme ça c'était réglé. Non, sans le choix. L'arnaque de base, tu sais. Non, mais c'est pas mal. En plus, c'est pas mal réalisé graphiquement quand tu regardes. Mais ils l'ont fait Bon, c'est bien, quoi. joli, c'est sympa, voilà, si vous avez envie de vous détendre, de passer 10 minutes là-dessus, ça vous fera une petite pause avant de reprendre votre dur labeur quotidien. Bon, ça terminera la zone 404, il me Ah reste... non, non, mais je vais te Ah! rajouter un petit truc. Ah bah super, vas-y t'es dit. Enfin, c'est pas vraiment dans la zone 404, mais ça peut être pas mal. On a parlé de Brother Stack dans un épisode Oui, précédent. absolument. Et Brother Stack, pour faire simple, hein, c'est un service web dans ton navigateur qui te permet de virtualiser des navigateurs et de pouvoir tester ton code en direct, enfin ton site et Sur ton tous les intégration en navigateurs et toutes direct. les plateformes, toutes les versions. Voilà, à travers le navigateur, donc c'est vraiment bien fait. Et donc il y a une version gratuite et il y a aussi sur SidePoint en ce moment une sorte de concours. On peut gagner 1 an gratuit de Browser Ah oui, Stack j'ai vu ça. et il suffit de répondre à un petit questionnaire sur comment on travaille, donc qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre plateforme de développement principale, etc. D'accord, Donc c'est genre... c'est super rapide et ça peut valoir le coup. Celui qui gagne, il pourra nous l'offrir après. C'est ça. En tout cas, on vous invite à y participer parce que c'est vraiment un bel outil. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Il me reste plus Merci à qu'à toi de l'avoir présenté. il me Voilà. reste plus qu'à demander à Julio où est-ce qu'on peut continuer la conversation avec toi sur internet, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web, dis-nous tout Julio. Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Twitter en train de flouder toute la journée sur D'accord, @boîte-à-web très bien. et sur Teddy, le site boîte-à-web.fr aussi. effectivement, qui est un très bon site d'ailleurs que je consulte Merci. régulièrement. Teddy, à toi de nous dire où est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre. Et ben moi, c'est comme d'habitude sur Twitter, @BellyLast. Et toi? Exactement. Pour ma part, vous me retrouvez sur benjaminazan.com ou sur Twitter, Benjamin Azan. Si on a dit des bêtises ou des choses intelligentes, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires des notes de cette émission. On vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt. Ah, ciao! Salut!